Job Radio présente Inside Engie IT, à la découverte de votre futur métier. Et bienvenue dans le 12e et dernier épisode du podcast Inside Engie IT. Depuis le début de cette série, nos invités sont des collaborateurs en poste qui viennent témoigner de leur job au quotidien. Alors ils sont pilotes de service, architectes techniques, consultants IT, exploitants réseau et sécurité, chargés de mission cybersécurité, responsables d'affaires IT. Bref, des métiers disponibles au recrutement actuellement chez Engie IT. Inside Engie IT, un podcast disponible sur jobradio.fr mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et peut-être allez-vous découvrir votre futur métier en écoutant 3 nouveaux collaborateurs du groupe qui viennent de me rejoindre en plateau et qui vont se présenter à tour de rôle. Et on commence avec Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Donc je travaille chez Engie IT et je suis dans le groupe depuis 1994. Donc je sais que ça fait un peu dinosaure, mais bon, je me suis jamais ennuyée dans ce groupe. Et actuellement, je suis au centre d'excellence agile, qu'on a appelé l'Agile Center, et je travaille en tant que coach agile. On enchaîne avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour, j'ai rejoint Engie IT en mars 2019 et je suis actuellement lead architecte dans la famille Digital and IT Consulting. Bienvenue également à Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour, j'ai rejoint Engie IT en 2013 et je suis actuellement directeur de programme. Alors Jérôme, directeur de programme au sein de l'équipe Digital and IT Consulting. Est-ce que tu peux nous présenter justement ta ligne de service, le périmètre que toi tu manages ? Alors, ma ligne de service fait partie de la famille de services Digital and IT Consulting, qui est en fait le centre de compétences IT au sein du groupe Engie, en charge d'accompagner les business units dans leurs enjeux de transformation numérique, en commençant par la construction de leur stratégie IT jusqu'à l'implémentation des solutions. Et plus particulièrement, la ligne de service dont j'ai la responsabilité adresse 2 business units qui sont le corporate d'Engie, c'est-à-dire les directions centrales, la DRH, la direction financière, la direction des achats et la direction générale par exemple. La deuxième business unit est le centre de services partagé de Engie, appelé GBS, Global Business Support, très consommatrice d'applications dans les domaines RH et finance par exemple, et qui gère également le parc immobilier d'Engie. Ok, est-ce qu'on peut donner comme ça 1 ou 2 exemples concrets des actions que tu mènes dans le cadre de ton périmètre ? Oui, tout à fait. Alors, nos activités de conseil constituent une grande partie de nos activités. Il s'agit de conseils auprès de nos business units qui ont des métiers très diversifiés, pas uniquement en France, mais également à l'international. Un exemple très concret, nous fournissons des prestations au sein de nos business units pour, évaluer l'empreinte carbone générée par leurs activités informatiques, et 2, construire avec eux une trajectoire vertueuse pour limiter cette empreinte carbone. Et au sein de la famille de services, nous gérons également de grands projets IT de nature très différente, comme très récemment, en collaboration avec les équipes immobilières de Engie, nous avons conçu et installé toute l'informatique sur le nouveau campus Engie à Lyon, qui accueille maintenant plus de 1500 collaborateurs, avec des solutions IT et une architecture à la pointe de la technologie et très peu énergivore et donc très peu émettrice en carbone. Jérôme, rapidement, les métiers que l'on retrouve au sein de ta ligne de service ? Alors je parlais d'activités très diversifiées, nos métiers le sont également. Ce qui nous rend d'ailleurs très attractifs, les candidats ne s'y trompent pas puisqu'ils sont nombreux à vouloir nous rejoindre. Alors nous avons le métier de consultant. Beaucoup de consultants ont choisi d'ailleurs de quitter leur cabinet de conseil pour rejoindre Digital and IT Consulting chez Engie. Nous avons des chefs de projet dans les domaines d'infrastructure ou applicatifs, des architectes d'entreprise, des collaborateurs en charge de PMO, Project Management Office, et enfin des aginistes, mais je laisserai Sophie en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. On va s'intéresser dans quelques instants à Sophie. Juste peut-être une dernière question. Toi, en tant que manager, déjà combien de personnes tu gères ? Et en tant que directeur de programme aussi, quelles sont finalement à toi, là pour le coup, rien qu'à toi, tes missions quotidiennes ? Alors j'ai une dizaine d'internes dans mon équipe et une quinzaine d'externes avec des profils et des parcours relativement différents. Il y a des jeunes embauchés, certains d'entre eux sont d'ailleurs des alternants que j'ai suivis en tant que tuteur. Et puis j'ai des collaborateurs plus expérimentés qui ont déjà un parcours professionnel riche au sein d'Engie et en dehors d'Engie, puisqu'on embauche majoritairement des collaborateurs qui viennent de l'extérieur du groupe. En tant que manager, moi, j'accompagne mes collaborateurs dans leur mission afin qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes en s'appuyant sur leurs forces. Et puis, je les accompagne également dans leur parcours professionnel. Nous avons au sein d'Engie et d'Engie IT des plans de formation et de développement individuels extrêmement volontaristes et de très bon niveau. Et à travers des projets que nous gérons, je m'assure également de la satisfaction de nos clients. Et enfin, je participe moi-même à des missions. Par exemple, actuellement, j'ai en charge le PMO IT d'un grand projet de transformation du groupe Engie, avec la création d'une nouvelle entité qui sera vendue à terme et qui s'appelle eQuance.
Ok, merci pour toutes ces précisions. Alors Sophie, toi tu es experte practice agile. En mars 2020, tu as créé l'Agile Center, le centre d'excellence agile pour le groupe. Alors juste une question comme ça, mais quand on parle d'agilité, là on parle de quoi concrètement ? En fait, c'est un vrai changement de mindset dans la façon de travailler. On a longtemps travaillé en ayant des choses où on préparait tout longtemps à l'avance, ensuite on exécutait, on testait et on livrait des choses. Et on se rend compte que dans le monde dans lequel on vit, il va falloir changer. Et avec l'agilité, j'ai enfin trouvé la réponse à une question qu'on m'a posée, enfin un point qu'on m'a dit il y a une vingtaine d'années. On m'a dit, on ne peut pas faire un looping à un 747. Ouais. Mais en fait, avec l'agilité, si tu le découpes en morceaux, tu fais une petite escadrille, ça s'appelle la patrouille de France, et ça vire comme ça du jour au lendemain. Et franchement, tu peux aller très vite et changer de cap rapidement et t'adapter à un monde qui change. Donc en fait, c'est ça l'agilité pour moi. S'adapter à un monde qui change. En quoi consiste toi ton job concrètement ? Quelles sont aussi tes différentes missions ? Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples concrets comme ça ? Comme l'a expliqué Jérôme, on est au service des BU du groupe, de toutes les BU, et on en a beaucoup qui sont justement confrontés à ce problème de transformation, parce qu'elles savent bien qu'elles doivent changer leur mode de delivery, être concentrées sur la valeur client et pouvoir changer de cap. Par exemple, le Covid l'année dernière, il a fallu changer de cap sur des investissements. Du coup, ils ont envie de se transformer. Et ils ne savent pas forcément comment faire et par quelle boule prendre. Donc nous, notre rôle, c'est d'aller les aider, de les aider à comprendre où ils en sont, de les aider à formuler leurs objectifs, et puis ensuite de les accompagner sur cette trajectoire. Donc pour ça, on fait de la formation, beaucoup, du coaching. On a des profils de type Scrum Master ou PO que l'on peut mettre à disposition. Et puis on les aide le long de la transformation, la conduite du changement. Et puis les coacher, surtout dans les premières itérations. Alors ce que j'aime vraiment faire beaucoup, c'est la formation. Et donc je donne des formations certifiantes. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir à côté de moi Laurent qui en a suivi 2 avec moi. Et du coup, ces formations-là, on a eu une vraie opportunité avec le Covid, c'est qu'on a dû les faire à distance. Et quand on fait à distance, le monde se rapproche. Donc grâce à ça, on a eu des sessions avec l'Amérique latine, avec l'Afrique. On a eu des Belges, bien sûr, on a eu des Hollandais, des Anglais. C'était génial. On a réussi à faire des sessions où on a tout le groupe qui est là. Les gens parlent entre eux. Et puis pour nous, c'est une super opportunité de se faire connaître et de mettre le pied dans les BU. À côté de ça, on a eu des missions type Lean Portfolio Management pour aider les BU justement à optimiser leurs investissements. Et puis on a des missions de coaching sur de l'agile à l'échelle et en particulier sur 2 business units pour lesquels on a lancé justement une démarche d'agile à l'échelle. Et de manière générale, même si tu as cité quelques-unes de ces personnes, qui sont finalement tes interlocuteurs, que ce soit en interne ou en externe ? Donc beaucoup les personnes dans les BU. Alors on s'adresse à la fois à l'IT parce que c'est proche d'NGIT, mais aussi au métier parce que quand on veut vraiment se transformer en agile, ça touche toute l'entreprise, toute la BU. Donc on aime s'adresser aussi aux managers et aux codires des BU parce que c'est eux qui vont aider à impulser le changement, donner le cap et donner la sécurité psychologique à l'ensemble des gens de changer de façon de travailler. Parce qu'au début, c'est un peu le chaos, puis finalement, clac, ça clique dans la tête, et tout d'un coup, paf, ça déroule. Bon, je vais vous épargner l'accent belge, une fois. Mais l'envie est pourtant là. Laurent, toi, tu fais partie donc des effectifs belges. Tu es basé à Bruxelles, c'est bien ça ? C'est bien ça, je fais partie de l'équipe noir-jaune-rouge d'Engie. Tu es venu à Paris exprès pour nous ? Non, pas nécessairement. J'en ai profité pour caler quelques réunions avec mes collègues parisiens dans le reste de la journée. Bon, je suis déçu du coup. Bon, tu es donc lead architecte. En quoi consiste ton job, toi, concrètement ? En tant que lead architecte, j'ai une mission très variée. Je supporte nos BU clients dans le delivery de leurs projets IT et je les aide à naviguer entre les best practices, les recommandations du groupe et leurs besoins. En plus de cela, je supporte mes collègues aussi architectes et je les aide à challenger leurs propositions architecturales dans le but de livrer à nos clients des architectures robustes, évolutives et efficaces énergétiquement, car l'aspect Clean IT est au centre aussi de l'offre d'Engie IT et pour coller au mieux à la stratégie du groupe. Est-ce que tu peux nous donner comme ça 1 ou 2 exemples de tes missions concrètement que tu peux avoir au quotidien ? On a par exemple pu reprendre l'IT de barrage électrique au Portugal. Donc là, ça colle pleinement à l'objectif Lean d'Engie IT. Tes principaux interlocuteurs à toi, c'est qui ? Dans le cadre des activités de conseil, on parle souvent à des CIO, des CISO, mais on peut aussi bien interagir avec des chefs de projet ou des experts techniques. Donc il faut constamment, au fil de la journée, adapter son langage, sa posture par rapport à l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Quelque part, il faut que tu sois agile alors. Exactement. En préparant cet épisode, Sophie, tu m'as indiqué que tu avais un long parcours dans le groupe, et on en reparlera tout à l'heure, mais tu m'as aussi confié que pour arriver sur le poste que tu occupes actuellement, tu t'étais formée, tu t'étais un peu déconstruite pour réapprendre d'autres manières de travailler. Tu veux dire quoi par là en fait ?
En fait, alors vous avez vu, hein, je suis arrivée en 94, ça veut dire que j'ai été formée avant et que j'ai été aussi formée dans l'entreprise pour faire ce qu'on appelle le cycle en V. Donc des choses très hiérarchiques, très descendantes qui se préparent longtemps à l'avance. Et du coup, ça c'est ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Et on est formé comme ça. On connaît le rôle du manager qui doit décider, qui doit organiser, qui doit faire plein de choses. Pendant longtemps, on nous a dit que l'excellence passait par là. Et un jour, du coup, en découvrant l'agile, je me suis dit, il y a plein de choses différentes et il faut déconstruire tout ça pour repenser les choses différemment. Et c'est regarder par un autre angle et comprendre les choses différemment. Donc ça, moi j'ai trouvé ça génial. Ouais. Et il y a une vidéo qu'on montre dans les formations. Et en fait, c'est un gars à qui on offre un vélo où quand vous tournez le guidon à droite, ça tourne à gauche et vice-versa. C'est hyper simple à comprendre. Tout le monde le comprend. Par contre, personne ne sait le faire. Et du coup, c'est ça en fait. On comprend des trucs, l'agilité, c'est pas si compliqué, il y a des principes, des valeurs, mais c'est quand on commence à mettre en œuvre et qu'on se rend compte des écueils, des biais qu'on a dans la tête et autres, il faut déconstruire tout ça pour recommencer autre chose. Mais une fois que ça a cliqué, c'est incroyable et on se dit, mais comment on a pu faire ? C'est pour ça que je m'ennuie pas, parce que pendant les 26 ans avant, j'ai fait d'une manière et là, je renais. Tu renais. Tu as donc trouvé ça passionnant de voir les choses de façon différente. Tu as commencé du coup à vouloir former les autres. Qu'est-ce qui te plaît finalement le plus, toi, dans ton job ? Justement, c'est ce clic comme ça. C'est ça que j'aime bien. Et quand on forme, soit on peut juste lister un certain nombre de principes et de pratiques, et puis voilà, c'est tout. Mais moi, ce que je cherche, c'est à faire changer, à faire comprendre, à faire se questionner les autres. Et du coup, c'est ça que je cherche, c'est le clic. Et donc, c'est pour ça que c'est passionnant, parce qu'à chaque fois que vous faites une formation, les gens sont différents, ne posent pas les mêmes questions, ont des contextes différents. Et du coup, j'aime bien aller poser les questions, aller embêter un peu les gens, pour essayer justement de provoquer quelque chose où les gens se disent « Ok, je vais réfléchir, et quand je rentre, je réfléchis. » Et c'est pas juste une liste de trucs à apprendre par cœur, c'est j'ai compris quelque chose. Donc ça me passionne. Bon, Laurent, tu disais que tu avais suivi, enfin c'était Sophie qui disait que tu avais suivi une de ces formations. Tu as eu le clic toi aussi ? Oui, enfin Sophie fait tout pour qu'on ait tous le clic. Bon, qu'est-ce qui t'éclate le plus toi dans ton job au quotidien ? La diversité des projets, des sujets qu'on peut aborder. Donc par exemple, je peux commencer le matin avec un projet d'infrastructure pour une entité belge, poursuivre avec une réunion avec un CIO étranger et enfin finir l'après-midi avec un projet applicatif pour une BU française. Donc c'est la variété des missions finalement, c'est ça qui... C'est ça, la diversité, la variété. Ouais. Je me tourne maintenant vers Jérôme, à la tête de ta ligne de service. Jérôme, même question finalement, qu'est-ce qui te plaît le plus ? Qu'est-ce qui t'anime dans ton quotidien, dans ton job ? Un petit peu comme Laurent, c'est-à-dire sans hésiter la diversité de mes activités et l'environnement stimulant dans lequel je travaille. J'aime le management d'équipe, construire cet état d'esprit où chacun peut en fait donner le meilleur de lui-même. Et puis les activités de nos clients sont très diversifiées. J'apprends tous les jours plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'informatique, rien qu'en échangeant avec notre business. Et c'est ça qui est aussi super sympa chez NGIT. C'est être au contact finalement tous les jours avec d'autres métiers qui nous font finalement redécouvrir le groupe. Et puis enfin, ce qui m'anime, c'est le sens donné à mon travail. C'est-à-dire que je travaille dans un groupe qui a des ambitions fortes, en particulier en termes de neutralité carbone, et c'est ça qui me fait avancer. On en reparlera d'ailleurs en fin d'émission. À chacun votre poste, à chacun vos responsabilités, quelles peuvent être finalement les difficultés auxquelles vous puissiez être confrontés, puisque tu avais la parole, Jérôme ? Alors parfois, la taille du groupe peut complexifier un petit peu la prise de décision ou l'implémentation d'une solution IT. Mais c'est là où finalement le rôle transverse des collaborateurs de Digital and IT Consulting prend toute sa valeur. C'est être un acteur et un facilitateur pour aider à la transformation IT du groupe. Sophie, Laurent, sur vos postes respectifs, est-ce qu'il y a des difficultés éventuellement auxquelles vous devez faire face ou... Il y en a forcément, ça fait partie de la vie. Et voilà. Mais là, je pense à rien d'insurmontable dans mon cas. Et puis, heureusement que c'est pas tous les jours pareil. Laurent ? Et moi, je rejoins Jérôme sur son point sur la complexité du groupe, mais c'est aussi devenu une force pour NGIT qui permet aux entités, aux BU, de naviguer plus facilement dans cette complexité. Alors Jérôme, toi, tu as rejoint GDF Suez en 2013 avant que cela ne devienne NJ. À la base, tu as une formation d'ingénieur diplômé de Télécom Sud Paris. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton parcours professionnel à toi ? Alors avant de rejoindre NJ en 2013, j'ai passé 16 ans, dont 5 ans à l'international chez Nokia.
donc qui est dans la branche en charge de la fourniture d'infrastructures de réseaux mobiles, où j'ai commencé par faire des missions d'expertise technique auprès d'opérateurs mobiles à travers l'Europe. Et puis je suis parti en R&D quelques années en Allemagne en tant que product manager. Et puis quand je suis rentré en France, j'ai commencé à faire de la gestion de projet, puis de la gestion de programme, et puis on m'a confié une équipe, et puis un département. Et c'est là que j'ai compris que je souhaitais vraiment faire du management tout en gardant un pied dans les enjeux opérationnels de mes clients. Et c'est ce que j'aime faire encore chez NJIT. Laurent, toi de ton côté, tu as suivi à Liège des études d'informatique. Tu as complété il y a quelques années ton cursus en décrochant un master en IT Management et Cybersécurité. C'était pas compliqué comme ça, question, de reprendre ces études 10 ans après avoir été diplômé une première fois? C'est pas une démarche très simple de retourner sur le banc de l'école, d'université, plusieurs soirs semaine après sa journée de travail. Mais c'était pour moi important de compléter ma formation après une décennie dans la vie active. Et de plus, quand on a choisi la filière IT, on sait qu'on va devoir continuer à se former de toute façon tout au long de notre carrière. Et donc, c'est une chose qu'NJIT offre aussi à ses collaborateurs, ces possibilités de formation. Et donc d'évoluer. C'est quoi ton parcours professionnel du coup à toi? Donc moi, au sortir des études, j'ai d'abord fait un peu de consultance, un peu de développement. Mais très rapidement, je me suis dirigé vers une start-up qui était active dans la voie sur IP. Donc j'étais un des premiers employés et j'ai grandi pendant 13 ans. J'ai pu gérer une équipe de 20 personnes globalement sur le 24/7, l'infrastructure de cette société. Et après 13 ans, je me suis rendu compte que j'avais envie de voir quelque chose d'autre, de voir quelque chose d'un peu plus grand et de m'affronter face à un grand groupe. Et donc là, j'ai cherché un petit peu et je suis tombé sur NJIT qui remplissait toutes les cases. Encore quelqu'un qui s'est engagé dans le groupe quand celui-ci ne s'appelait pas encore NJ. C'était Gaz de France d'ailleurs, même à l'époque. Sophie, il s'en est passé un peu de temps depuis le MBA vente et marketing à Lyon. Difficile à résumer une carrière de presque 30 ans. On peut peut-être en avoir un échantillon rapide. Oui, alors c'est rigolo que tu dises 30 ans parce que quand je suis arrivée, on m'a dit mais tu sais, quand tu rentres chez nous, tu en prends pour 30 ans. Et moi, jeune diplômée, je me suis dit mais ils sont zinzins. Et maintenant, je me dis mais heureusement que je suis restée et c'est passé tellement vite qu'on s'en rend même pas compte. Alors du coup, je dis heureusement parce qu'en fait, j'ai pu faire plein de choses. J'ai d'abord commencé dans le marketing. Bon, c'était assez logique vu ma formation. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans l'événementiel au Danemark. Donc toujours pour le compte de Gaz de France, pour l'organisation du Congrès mondial du gaz. Ensuite, du coup, j'ai touché un petit peu au web. C'était les débuts, c'était pas grand-chose, c'était du HTML statique. Mais voilà. Et du coup, après, j'ai pu aller chez EDF lancer le premier intranet commercial. Donc où j'ai bidouillé du HTML et autres. Et puis après, je me suis dit, il faudrait quand même que j'aille dans un vrai métier, et pas un truc satellite comme l'événementiel ou le web. Et du coup, je suis partie dans l'Est pour être manager d'un pôle administration des ventes. Et c'était vachement sympa parce que c'était les clients entreprises, il y avait l'ouverture des marchés, on déconstruisait aussi tous nos jobs, on découpait en morceaux, il y avait la création du distributeur qu'on appelle GRDF. Et donc, il fallait vraiment faire la conduite du changement, repenser l'activité pour toutes les personnes qui étaient là, qui n'avaient pas signé pour ça au début et qui devaient se transformer complètement. Donc ça, c'était passionnant. Et une fois que j'avais travaillé là-dessus pendant quelques années, comme j'utilisais l'outil de facturation, je suis revenue à Paris en maîtrise d'ouvrage sur l'outil de facturation et hop, j'ai remis la main dans le SI et après, j'ai pas pu partir. Quand il y a eu la fusion, j'ai eu envie de voir ce qui se passait, donc je suis arrivée alors encore plus dans le SI et sur tous les projets de convergence des outils financiers, parce que c'est la première chose qu'on fait converger. Après, je suis partie aussi, parce qu'il y avait l'aventure des compteurs communicants, donc je suis partie 5 ans travailler dans une BU, alors j'étais toujours NJIT mais détachée, sur le programme compteurs communicants qui permettait en fait de récupérer les données des compteurs communicants pour pouvoir les facturer et offrir de nouveaux services aux clients. Donc voilà, c'était passionnant et c'était quand j'étais dans cette BU-là qui se sont transformés en agile et là, je me suis dit, nouvelle opportunité de faire autre chose. C'est pour moi. Finalement, j'ai déjà la réponse à la question qui vient. Ça fait 27 ans que tu es dans le groupe. Jérôme, lui, c'est 10 ans d'ancienneté et il nous répondra aussi. Mais qu'est-ce qui explique finalement cette longévité? C'est cette possibilité justement d'évoluer, de bifurquer, de faire autre chose? Mais oui, c'est un super groupe pour ça. D'abord, le monde change tout le temps, donc le groupe change aussi. Donc il y a toujours des trucs qui se passent. Et puis il y a plein d'opportunités. Il est grand le groupe. On croise plein de gens, on les recroise. Parce que NJIT, on est en prestation, comme un prestataire de service pour nos BU, sauf qu'on est des internes. Et du coup, vu de nos clients, on est considérés comme des internes, on est leurs collègues. C'est une position géniale et formidable. Et du coup, il y a plein d'opportunités tout le temps, partout. Jérôme, c'est aussi ce qui explique cette longévité chez toi? Oui, tout à fait. Moi, je partage tout à fait l'avis de Sophie. Alors, en fait, le groupe évolue constamment. Donc, et le digital et l'IT, en fait, ont toujours un rôle grandissant dans les grands projets de transformation du groupe. Et puis, NJIT évolue aussi. NJIT nous donne cet espace suffisant pour prendre des responsabilités, prendre des initiatives.
tout en nous faisant confiance. Donc ça, c'est aussi super appréciable. Et puis enfin, NGIT, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est aussi plus d'une dizaine de centres d'expertise pour le groupe, pour nommer que, par exemple, SAP, Office 365, la cybersécurité, le numérique responsable, l'agilité. Et donc, bref, on est entouré d'experts reconnus au sein du groupe, à la pointe des sujets digitaux et des pratiques à l'état de l'art. Et une fois de plus, c'est un super moyen pour nous pour se maintenir à niveau et puis être toujours au top. De ton côté, toi, Laurent, tu as rejoint la branche digitale d'Engie il y a 2 ans. Qu'est-ce qui t'a donné finalement l'envie de rejoindre d'abord un groupe français et ensuite NGIT ? Comme je le disais, après 13 ans dans une scale-up, j'avais envie de me frotter à quelque chose de plus grand et aux spécificités que peut apporter un grand groupe et qu'une société de petite taille n'offre pas. Et donc Engie était le candidat parfait. C'était un groupe international, 160 000 collaborateurs, des métiers très différents. C'était donc le candidat qui, par sa transversalité, semblait être l'entité où je pourrais avoir le scope le plus vaste. Petite question comme ça, rigolote. Est-ce que les collaborateurs belges travaillent comme les Français, les mêmes habitudes, les mêmes rythmes? Est-ce qu'ils sont aussi sympas? Oui, ils sont très sympas. On va pas dire le contraire. Hein. Non, là, il est obligé, on est à côté. Non, on est fort pareil. Mais comme beaucoup d'équipes sont réparties sur 2 implantations, on en profite pour prendre finalement les points forts des uns et des autres et construire sur cette base-là. Mais pour être tout à fait franc, et si on doit trouver une petite différence, j'irai sur les rythmes. Je dirais que les Belges sont peut-être plus matinaux, mais je dois reconnaître que les Français se rattrapent bien en fin de journée. Bon, on va parler un petit peu justement du recrutement de vos collaborateurs. Maintenant que les restrictions sanitaires sont moins importantes, comment les managers que vous êtes accueillez justement les nouveaux talents Alors, j'en ai pas accueilli, mais je dirais qu'on est heureux de pouvoir revenir sur site et d'enfin voir finalement certains collègues qui ont été engagés pendant la pandémie, pouvoir partager un lunch avec eux, mais finalement on a aussi évolué sur nos modes de travail hybrides et on pense que ça perdurera dans le temps. Sophie, tu voulais compléter ? Oui, en fait, alors c'est pour revenir un peu avant, pendant la période Covid, justement, où on était confinés, il y a des collaborateurs qui sont arrivés, je pense en particulier à quelqu'un qui est chez Jérôme, qui s'appelle Cynthia, et franchement, moi j'ai trouvé ça super bien, on a réussi à l'inclure, mais par contre, le fait de la voir en vrai, après les pandémies, et de se voir sur site, c'est incomparable. J'ai trouvé que ça s'était bien passé, l'accueil pour les gens comme ça à distance, et pour autant, on est tellement contents de se retrouver et de se voir en vrai. Dans vos équipes respectives, justement, sur quel type de poste vous recrutez ? Alors en fait, on a actuellement des postes ouverts de consultants. Principalement, nous cherchons donc des hommes et des femmes qui ont déjà une expérience de quelques années dans le monde du conseil IT. Et puis, nous recrutons des architectes d'entreprise et puis enfin des personnes aguerries dans les méthodologies agiles. Sophie, Laurent, à vos côtés, est-ce qu'il y a des postes aussi de collaborateurs à pourvoir ? Oui, parce que l'Agile Center, du coup, se développe, heureusement, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et du coup, on est à la recherche de Scrum Master, pour l'instant plutôt expérimentés, ou aussi des gens qui ont eu une expérience avant et qui ont justement fait ce changement entre le monde du cycle en V et le monde de l'agilité, parce que du coup, ils peuvent apporter une réelle expérience à nos clients. On recherche aussi des coachs agiles, pareil, expérimentés, et puis quelqu'un peut-être de plus expérimenté aussi pour vraiment mener des transformations. Donc des profils plutôt experts, quoi. Plutôt experts. En fait, dans les mois qui viennent, on sera en mesure d'accueillir plus des juniors, vraiment des juniors, et ça sera vraiment avec grand plaisir. Je pense qu'au tout début, il faut comme on va laisser les gens aller sur des missions parfois un peu seuls au début, on a envie de capitaliser et d'avoir la meilleure image possible et de bien réussir. En revanche, dès qu'on peut, on onboard des jeunes, parce que ça, j'y crois beaucoup et on en aura besoin dans les mois qui viennent. Laurent, besoin de collègues aussi à tes côtés ? Oui, tout comme Jérôme, en Belgique, on cherche aussi des consultants, des chefs de projet, des architectes. D'accord. Pour pouvoir travailler dans le digital, cette question, elle s'adresse finalement à tous les trois, et donc chez NGIT, quelles sont d'après vous les qualités requises ? Quelles sont les softs, les fameuses compétences douces qu'on peut amener à chercher chez les talents qui viennent postuler ? Alors, il faut aimer travailler en équipe, être très curieux, et puis nous cherchons des personnes qui pourront aussi travailler sur des missions et des projets très divers, sur des métiers très différents, et donc il faut être évidemment très très curieux. Et puis il faut savoir communiquer, être à l'écoute, et puis avoir la patate. Il faut un dynamisme certain et nécessaire dans notre grande organisation pour faire avancer les sujets, et donc il faut aussi de la persévérance. Je pense que la capacité à changer le statu quo est importante dans notre job. Quelle place maintenant vous accordez dans votre recrutement à l'alternance, Jérôme ? Alors on y accorde une place très importante. Nous accueillons régulièrement des alternants et les embauches sont évidemment très très fréquentes. Sophie, tout à l'heure tu me parlais de jeunes, d'onboarder de jeunes. Justement, la possibilité c'est d'onboarder des alternants ? Ah oui, ça c'est génial. Moi je trouve ça génial l'alternance parce que ça permet vraiment à la personne, enfin aux jeunes de comprendre un métier. Et alors nous, quand on onboard, on emmène les gens avec nous partout et on leur confie des responsabilités. Et du coup après, c'est une forme de pré-embauche aussi. En Belgique aussi, les alternants sont les bienvenus ?
Oui, on ne les appelle pas alternants, mais ils sont aussi les bienvenus. Les stagiaires sont les bienvenus et sont présents chaque année. On a longtemps observé que le digital était un univers très masculin. Sophie, comme d'autres collaboratrices que l'on a pu recevoir d'ailleurs sur ce plateau, tu es la preuve que les femmes ont évidemment toute leur place, leur légitimité. D'ailleurs, on m'a soufflé à l'oreille que l'Agile Center était majoritairement féminin, c'est ça ? C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de candidatures féminines qui étaient vraiment, enfin, nous on regarde les compétences, on regarde le mindset, on regarde tout ça, donc qui était absolument génial. Donc oui, on est pour l'instant majoritairement féminin, mais après, pas de discrimination à l'embauche. En tant que manager, vous êtes en charge évidemment du recrutement. Qu'est-ce que vous faites justement pour inciter les femmes à venir vous rejoindre ? Je leur dis qu'elles ont évidemment leur place, largement autant que les hommes, et je dirais que la nature de nos métiers aussi leur apporte exactement les mêmes perspectives que les hommes. Donc évidemment, elles sont les bienvenues. Alors je vais réagir par rapport aussi à ce qu'a dit Jérôme. Effectivement, le groupe Engie se revendique comme étant le leader de la transition énergétique. À votre niveau, à votre poste chez Engie IT, dans quelle mesure vous aussi, finalement, vous intervenez en faveur de la transition énergétique, Jérôme ? Par exemple, dans les missions de conseil relatives au numérique responsable, pour limiter les émissions de carbone dans le cadre de nos activités IT. Sophie ? Quand on regarde l'agilité, en fait, on combine des valeurs donc agiles et du lean aussi. Le lean, c'est du zéro déchet. Ça veut dire qu'en fait, on va aider nos clients à construire des choses, à développer des choses, sans faire des choses qui servent à rien. Et parfois, on se rend compte que dans les fonctionnalités, quand on en demande, il y en a 30% qui servent à rien. Si on les évite, c'est éviter du numérique, c'est éviter des choses comme ça. Donc peut-être que ça contribue au zéro carbone. Peut-être. Laurent ? Dans son objectif de zéro carbone, Engie se décarbonise et donc il y a de plus en plus de renouvelables dans sa production. Et par un projet par exemple d'achat de centrale au Portugal qu'on a fait récemment, on peut très bien se positionner dans ce grand objectif d'Engie IT. Alors, garde la parole, Laurent. Cette question, je la pose d'ailleurs à chacun de mes interlocuteurs qui viennent témoigner dans ce podcast. En dehors d'un slogan, ça signifie quoi pour toi, par exemple, Act with Engie ? On est tous acteurs de la transformation du groupe et de l'objectif zéro carbone. Donc dans tous les gestes et toutes les réflexions, chaque employé d'Engie peut contribuer à cet objectif à son propre niveau. Sophie, Act with Engie ? Je suis tout à fait d'accord, il y a de l'opportunité pour faire des choses en interne et les collaborateurs bougent. D'ailleurs, il y a un réseau, alors je ne sais pas si vous connaissez la fresque du climat, mais il y a un réseau des animateurs de la fresque du groupe Engie, dont je fais partie. Et donc, du coup, on peut animer des fresques à la demande de toutes les BU qui le souhaitent. Donc ça, c'est des choses qui sont bénévoles, qui sont faites en dehors des heures de travail par les collaborateurs. Par ailleurs, quand je regarde la BU dans laquelle j'ai longtemps été pour les clients particuliers, Act with Engie, c'est aussi proposer aux clients le programme d'engagement. Donc en fait, en gros, ils cumulent des points qu'ils peuvent utiliser ensuite pour des programmes solidaires ou bien des choses qui aident à décarboner l'environnement. Donc ça, c'est un programme qui a été vraiment plébiscité par tous les clients. Jérôme, Act with Engie ? Alors pour moi, Act with Engie, c'est participer en fait activement à l'ambition du groupe, à savoir la neutralité carbone d'ici 25 ans. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à cet épisode. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre le groupe Engie et sa filiale Engie IT, vous pouvez retrouver l'ensemble des offres du groupe sur le site internet job.engie.com. Ça s'appelle Inside Engie IT, à la découverte de votre futur métier. Un programme que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts, mais également en intégralité, les 12 épisodes sur jobradio.fr. Job Radio vous a présenté Inside Engie IT, à la découverte de votre futur métier.